L'appel controversé d'une extrémiste Tutsi rwandaise à des représailles violentes contre le général Masunzu. Masunzu perce-lui les reins et jette-les dans le lac Tanganyika. Masunzu jette-le dans le lac Tanganyika et découpe-le en morceaux. Mon Dieu, où est Masunzu maintenant? Jette-le dans la forêt de Kibira. Jette-le dans le lac. Jette-le dans le Tanganyika et découpe-le en morceaux. Dans cette vidéo, nous nous penchons sur la rhétorique choquante et incendiaire d'une éminente femme Tutsi, extrémiste, rwandaise. Ces déclarations, qui appellent à des représailles violentes contre le général Masunzu et le peuple congolais, et appellent à la destruction de ceux qu'elle considère comme des ennemis, dressent un tableau inquiétant de l'escalade des tensions dans la région. Rejoignez-nous pour analyser ces propos et examiner de manière critique les motivations sous-jacentes, les implications et l'idéologie dangereuse qu'elle promeut. Écoutez, battez-vous pour le pays, prenez-le et libérez-nous. Il ne devrait plus jamais tuer un Munyamurenge. Descendez à Uvira, montez à Gafinda, atteignez Minembwe et aidez Makanika. Il a dit que nous nous battrons comme des hippopotames. Frappez-les fort. Masunzu, percez-lui les reins et jetez-les dans le lac Tanganyika. Son arrogance est trop grande. Père, vous tirez comme des dieux, portant une alliance sur votre dos. Allez, je suis avec vous. Je vais même aider à porter les charges. Je vais chercher du lait et de la farine de maïs pour vous. Allez, allez, et sauvez les enfants qui se cachent dans la brousse. Ils ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne dorment pas. Combattez comme des hippopotames. Battez les chiens, tuez-les. Ils nous ont manqué de respect. Masunzu a dévoré notre peuple. Il l'a anéanti. Jetez-le dans le lac Tanganyika. Découpez-le. Mais Dieu, des enfants de 12 ans sont sur le champ de bataille. Ils se battent pour le pays. Le vieux chien a abandonné la nation. Combattez pour les enfants. Soyez forts. Par la vérité de Dieu, je suis ravi. Mon cœur déborde de bonheur plus que quiconque. Je me suis réveillé à 3 heures du matin en attendant d'apprendre que Bukavu a été capturé. Les enfants sont arrivés portant l'alliance. Ils sont calmes, en paix et n'ont aucun problème. Ils ne se battent avec personne. Masunzu doit être jeté dans le Tanganyika. Makanika a dit que nous nous battrons comme des hippopotames. Nous nous battrons comme des hippopotames et entrerons en douceur. Maintenant, ils descendent vers Ngomo. Kamanyola, Uvira, grimpent les collines. Makanika viendra d'en haut, ils viendront d'en bas et se rencontreront au milieu. Ils accepteront le bien ou le mal. Comment vivent les Tutsis de l'autre côté? Ils souffrent. Ils sont tués à midi et le soir. Mais ils doivent rester forts, endurer. Nous nous défendons. Si quelqu'un ne peut pas se battre, qu'il parle. Mais nous y arriverons, que ce soit par le bien ou par le mal. Nous prendrons le pays, que ce soit par le bien ou par le mal. Nous portons le pacte. Nous luttons pour la vérité. Nous luttons pour les Tutsis qui ont été privés de leurs droits, qui sont tués simplement parce qu'ils parlent Kinyarwanda. Allez, allez, je suis avec eux. L'arrogance est finie. Mais Dieu, où est Masunzu maintenant? Ils l'ont jeté dans la forêt, ils l'ont jeté dans le lac, ils l'ont jeté dans le Tanganyika et l'ont découpé. Qui est ce Masunzu? Il a massacré notre peuple, il l'a exterminé, il n'a laissé personne en vie. Il a même massacré son propre enfant parce qu'il n'avait rien d'autre à faire. Il nous a tués, nous avons fui. Banyamulenge. Ceux d'entre vous en Amérique et ailleurs, venez, revenez
et construisez votre patrie. Ceux qui ne comprennent pas sont des partisans de Tshisekedi. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Notre priorité est de porter le pacte. Nous nous battrons, et s'il ne croit pas en Dieu, il fera ses preuves. Rien d'autre. J'étais fou de joie, vraiment fou de joie. Celui qui n'est pas content est un Munyamurenge qui a pris le parti de Masunzu. Mais même ceux qui ont pris le parti de Masunzu voient qu'ils n'ont plus de force. Ils doivent se rendre et rejoindre les autres. Venez, défendons-nous. Si vous ne le faites pas, personne ne se battra pour vous. Je ne peux pas dire depuis 30 ans, parce que je ne suis même pas aussi vieux. Mais depuis que j'ai pris conscience, nous courons dans les montagnes, fuyant les balles, cherchant refuge auprès de Kagame. Kagame nous a accueillis, c'est un père. Mais je veux dire à ceux qui ont fui et qui sont dispersés dans différentes régions, dans différents pays. Revenez, revenez, la paix est revenue. J'ai vu les enfants à la frontière, je les ai accueillis. Ils ont bu du lait, des enfants nobles, les enfants nobles du Rwanda. Je les appelle ainsi, parce que le Rwanda les a accueillis. Donc, ce sont les enfants nobles du Rwanda. Nous sommes heureux. Si quelqu'un ne ressent pas notre joie, je ne sais pas où il est. Ceux qui travaillent dur au Kenya, en Ouganda et ailleurs, revenez chez vous. Retournez dans votre pays d'origine. Occupez-vous de votre bétail. Installez-vous chez vous et soyez heureux. Et quand ils grimperont le Gafinda, j'accompagnerai ces enfants. Je porterai leur fardeau. Nous danserons l'Ijizirimba, une danse traditionnelle. Nous nous réjouirons. Le monde entier s'arrêtera. Le temps est venu de rentrer chez nous. Si quelqu'un n'y croit pas, c'est son problème. Même les prophètes ont vu que nous devons rentrer. Rentrons chez nous. Retournons, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. Même moi, je suis déjà parti. Venez, ceux qui ne sont pas encore partis, partons. Tonton nous soutient, il se bat avec acharnement. Makanika se bat. Il a dit que nous nous battrons comme des hippopotames. Venez, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin, partons. Nous reviendrons. Les mots prononcés par cette femme Tutsi extrémiste rwandaise, qui ont désormais attiré une attention considérable, constituent une manifestation profondément préoccupante d'un récit qui se nourrit de haine, de violence et d'incitation délibérée à la division. Dans le contenu partagé, la femme fait des remarques très provocatrices et agressives contre la RDC et le peuple de la République démocratique du Congo, RDC. Elle inscrit ses propos dans un appel plus large à l'insurrection armée, visant à libérer le pays et à détruire quiconque se trouve sur son chemin. Son discours violent vise des personnalités spécifiques, notamment Masunzu, un général clé des FARDC, et appelle à l'exécution de nombreuses autres. Son utilisation de métaphores violentes, telles que se battre comme des hippopotames, amplifie le ton grave de la rhétorique. Les implications de ces déclarations sont multiples, et une exploration approfondie de la rhétorique elle-même est nécessaire pour comprendre pourquoi elle est non seulement profondément clivante, mais aussi dangereuse à l'échelle géopolitique. Tout d'abord, sa référence à la destruction violente d'individus comme Masunzu et son appel à la mobilisation généralisée des jeunes enfants et de la population en général pour se battre comme des hippopotames reflètent un état d'esprit de radicalisation qui a été historiquement associé au mouvement nationaliste violent. La métaphore du combat comme des hippopotames, un animal souvent considéré comme doux et capable d'une immense violence, est utilisée pour suggérer un chemin brutal et imprudent vers la victoire, où personne n'est épargné. L'accent mis sur la violence, la mort et la vengeance crée un environnement où la réconciliation devient presque impossible. Ce discours n'est pas un simple éclat isolé. Il fait partie d'un discours plus large utilisé par le régime de Kagame qui a ravagé la région des Grands Lacs pendant des décennies
où les rivalités ethniques et politiques ont conduit à des effusions de sang généralisées. Dans l'histoire du Rwanda, le génocide de 1994 et la crise des réfugiés qui a suivi ont laissé de profondes cicatrices au Rwanda et dans les pays voisins comme la RDC et le Burundi. La rhétorique adoptée par cette femme est dangereuse car elle revisite ses souvenirs traumatisants, alimentant les craintes d'une nouvelle vague de violence ethnique. La partie la plus dérangeante de ce discours est la façon dont il déshumanise l'ennemi. Ses références à l'ennemi comme à des chiens et ses appels à l'extermination complète de certains individus et communautés illustrent les tactiques de déshumanisation utilisées par Kagame et les groupes extrémistes à travers l'histoire pour justifier des actions horribles. En décrivant l'ennemi comme un sous-homme, il devient plus facile de rationaliser son meurtre et l'effacement de son existence. C'est le même genre de rhétorique qui a historiquement été utilisé pour justifier le génocide, le nettoyage ethnique et les crimes de guerre. En même temps, l'appel de l'oratrice à secourir les enfants qui se cachent dans la brousse et sa description des jeunes comme les défenseurs de la cause sont à la fois déchirants et dangereux. Il ressort clairement de ses propos que les jeunes sont endoctrinés et recrutés pour participer à ces campagnes de violence. L'attrait émotionnel de sauver des enfants d'un destin imaginaire de souffrance et de privation est calculé pour rallier le soutien, en particulier parmi ceux qui peuvent ressentir un sentiment de désespoir et de perte. Mais la réalité tragique est que ces enfants sont exploités comme des pions dans une bataille idéologique violente, mettant leur vie en danger tout en perpétuant un cycle de violence qui pourrait prendre des générations à se défaire. L'invocation d'une alliance, par l'oratrice, doit également être analysée de manière critique. Une alliance signifie généralement un accord ou une promesse qui lie des individus ou des groupes autour d'une cause commune. Cependant, dans ce contexte, l'alliance dont elle parle semble prendre une tournure religieuse, invoquant la justification divine de l'action violente. Elle suggère que le combat est juste, avec l'approbation d'une puissance supérieure, un récit que d'innombrables groupes extrémistes ont utilisé tout au long de l'histoire pour légitimer leurs actions. Dans ce cas, elle présente le conflit comme non seulement une lutte politique ou ethnique, mais comme une décision divine. Ce cadrage rend la résolution du conflit par le dialogue ou la diplomatie encore plus difficile, car il positionne l'adversaire non seulement comme un opposant politique, mais comme une menace à la volonté divine elle-même. L'appel aux membres de la diaspora à rentrer chez eux et à se battre pour leur patrie est un autre élément essentiel de la rhétorique de l'orateur. Il suggère que ceux qui ont fui vers d'autres pays, notamment les États-Unis, le Kenya, l'Ouganda et d'autres, ont le devoir de rentrer et de se joindre à la violence. Cet appel aux armes n'est pas seulement un appel à des renforts, mais un effort pour mobiliser une communauté internationale, créant un mouvement transnational de soutien à la cause. Il encourage le retour dans une patrie en ébullition, avec la promesse de la paix et de la prospérité une fois la bataille gagnée. Cependant, cette vision de la victoire repose sur la destruction des autres et risque d'aggraver le conflit à un niveau qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour toutes les parties impliquées. Le discours s'inscrit dans un récit plus large de souffrance et de victimisation, en particulier en ce qui concerne la communauté Tutsi, qui a été persécutée tout au long de l'histoire. L'orateur invoque le traumatisme des atrocités passées, en particulier le génocide rwandais, pour justifier la lutte actuelle. Cette rhétorique puise dans des sentiments profondément enracinés de peur, de colère et de ressentiment, mais elle le fait d'une manière dangereusement manipulatrice. En présentant
le conflit comme la continuation d'une lutte historique pour la survie, elle brouille les frontières entre justice et vengeance, créant un scénario dans lequel toute forme de résistance à leur cause est perçue comme un affront à leur existence. Cependant, si les mots de l'oratrice peuvent trouver un écho auprès de certains groupes qui se sentent marginalisés ou opprimés, ils reposent sur une conception fondamentalement erronée de la justice. La justice ne peut être obtenue par la violence et la vengeance. Elle ne peut être obtenue en réduisant des communautés entières à de simples ennemis à éradiquer. La véritable justice exige la réconciliation, le dialogue et la reconnaissance d'une humanité commune. En promouvant un programme de violence, l'oratrice perpétue le cycle même de haine et de division qui afflige la région depuis des décennies. En conclusion, le discours prononcé par cette femme Tutsi extrémiste met en évidence le potentiel dangereux de la rhétorique pour inciter à la violence et alimenter les conflits ethniques. Ces propos tentent de justifier le recours à la force et à l'intimidation comme des outils légitimes pour atteindre des objectifs politiques et idéologiques. Mais sous la surface, ils représentent une lutte plus profonde pour le pouvoir, l'identité et la validation historique. En fin de compte, ce ne sont pas seulement les personnalités politiques ou les chefs militaires qui doivent assumer la responsabilité de ces propos, mais nous tous. Car par les mots que nous prononçons et les idées que nous soutenons, nous façonnons notre monde. Nous devons rejeter les discours qui encouragent la violence et la déshumanisation, et nous efforcer plutôt de parvenir à la compréhension, à la paix et à la réconciliation. La rhétorique adoptée par cette femme est un appel aux armes qui cherche à provoquer une nouvelle vague de violence dans la région des Grands Lacs. Si ce type de discours incendiaire continue de gagner du terrain, la paix déjà fragile en RDC et au Rwanda voisin risque de se défaire. C'est un signal d'alarme pour tous ceux qui se soucient de la paix et de la stabilité dans la région, afin qu'ils examinent de manière critique et rejettent ces idéologies dangereuses avant qu'elles ne puissent s'enraciner.